Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui même, 24 mars, se sont tenus successivement donc le sommet de l'OTAN, le sommet de l'Union européenne et le sommet du G7. Au fond, on voit de façon tout à fait manifeste que ces trois institutions sont un peu comme les trois personnes, si j'ose dire, de la Trinité. Elles sont inséparables. Elles sont en quelque sorte les trois manifestations de la même divinité, sauf que cette divinité n'est pas du tout une divinité sympathique en l'occurrence. C'est plutôt, si j'utilisais le même vocabulaire manichéen que nos adversaires, eh bien une sorte de trinité maléfique, de trinité de l'hégémonie. Et je voudrais donc principalement aujourd'hui attirer l'attention de ceux qui m'écoutent sur le fait qu'une guerre ne doit pas en cacher une autre. Si douloureuse, grave que soit la guerre en Ukraine, eh bien il ne faut pas oublier que derrière elle, une autre guerre se mène, une guerre plus invisible, mais qui à l'arrivée peut être extrêmement grave aussi, à sa façon, contre les peuples d'Europe occidentale en général, et contre le peuple français en particulier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, d'abord bien entendu, parce que les deux formes d'agression sont liées et que ce qui se passe actuellement en Ukraine peut avoir aussi une incidence très directe sur l'enclenchement d'une guerre nucléaire, étant donné le nombre de boutefeux, de va-t-en-guerre, etc., notamment dans les médias, qui appellent à une intervention directe ou indirecte de l'OTAN en Ukraine, ce qui mécaniquement entraînerait une guerre continentale, puis mondiale et vraisemblablement nucléaire, donc une guerre d'anéantissement entre la Russie et le bloc euro-atlantique. Donc évidemment, cette guerre-là est peut-être une guerre totale, une guerre d'anéantissement du peuple français. Et ici, il est triste de voir que c'est d'ailleurs la fausse gauche médiatique, celle qui est regroupée autour de gens comme Raphaël Glucksmann et même ou Jadot, ou comme Hidalgo en Allemagne, toute l'équipe là, qui gravite autour des Verts les plus boutefeux qui soient, qui trahissent totalement le combat des écologistes et des Verts des années 80 qui étaient mobilisés contre les euromissiles. Tous ces gens-là sont dangereux et n'ont pas, semble-t-il, la moindre conscience, ou alors s'ils l'ont, c'est encore bien pire, que leur volonté à tout prix d'interférence avec ce qui se passe en Ukraine peut déboucher sur une conflagration mondiale qui, en fait de droits de l'homme et de défense des droits de l'homme, serait le point final aux droits de l'homme puisqu'il n'y aurait plus d'hommes à l'arrivée. Comment peut-on être aussi stupide que de croire qu'on peut défendre les droits de l'homme sans se préoccuper de l'existence matérielle des hommes? Bon, ça c'est un premier élément. Mais il y a un deuxième élément plus structurel, plus caché, dont les dégâts sont comme ceux des bombes à retardement, c'est-à-dire différés, et qui tient au fait que, évidemment, la situation de conflagration qui existe actuellement en Europe est propice à une accélération de l'intégration européenne. C'est déjà Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, social-démocrate, socialiste en parole, démocrate en parole, mais impérialiste en fait, qui, lors de son discours d'investiture devant le Bundestag, a déjà annoncé qu'il voulait activer un État fédéral européen. État fédéral européen où, bien sûr, l'Allemagne jouerait le rôle principal. Elle serait, comme on dit en termes géopolitiques actuels, l'hégémone régionale pour l'Europe, sous le pilotage mondial des États-Unis d'Amérique, qui eux sont et veulent rester l'hégémone planétaire. Bien entendu, Macron n'est pas en reste, parce que dès que les États-Unis ou que l'Allemagne a parlé, Macron n'est jamais loin. Et Macron, lui, alors en langage plus codé, parce qu'il sait qu'en France, il y a des souverainistes, y compris à droite, donc il faut un petit peu qu'il contourne l'opinion. Il sait aussi que le peuple français en 2005, même si son vote a été grossièrement violé, a voté non à la Constitution européenne, c'est-à-dire non à la Constitution d'un État fédéral européen. Si les mots Constitution et donc souveraineté veulent dire quelque chose. Alors Macron, lui, il parle plutôt de souveraineté européenne. Comme ça, il y a une espèce de rideau de fumée, parce que
souveraineté fait passer souveraineté européenne, si l'on peut dire. Et puis, bien sûr, derrière, il y a les projets d'armée européenne. Il y a le fait que l'Allemagne, maintenant totalement décomplexée à la faveur de cette affaire russo-ukrainienne, est en passe de doubler son budget militaire, et donc de devenir très vite, avec les moyens financiers qui sont les siens, et industriels, l'hégémone militaire de l'Europe. L'impérialisme français décadent qui a tant de mal en Afrique espérait se refaire une santé en devenant l'hégémone militaire de l'Europe, mal lui en a pris. En réalité, à l'arrivée, alors d'abord dans un premier temps, évidemment, tous ces États européens qui refusent évidemment d'acheter des Rafales et se précipitent sur les armements américains, mais aussi, bien sûr, ce qui va se passer, c'est que l'Allemagne va se doter des moyens de devenir une puissance militaire fondamentale pour l'Europe. Bref, à la faveur de l'affaire russo-ukrainienne, eh bien, toute une série de projets qui avançaient lentement, mais sûrement, avant le conflit, sont actuellement complètement, comment dirais-je, mis sur orbite. Il n'y a plus de raison de se gêner, tout est débridé. Alors je signale simplement que l'affaire russo-ukrainienne est un accélérateur et un prétexte, et non pas une cause, parce que tous ces projets-là existaient déjà auparavant. Et déjà auparavant, eh bien, non seulement l'OTAN ne cessait de s'étendre à l'Est, ce qui est une des causes du conflit actuel, la cause cachée, celle que ne mettent pas en avant toute une série de prétendus défenseurs de la paix qui sont borgnes et qui ne voient qu'un seul problème, celui de la Russie, et qui ne voient pas du tout la cause fondamentale du conflit, qui est effectivement la ruée vers l'Est, depuis la chute de l'Union soviétique, de l'Alliance atlantique et de l'Union européenne, les deux étant étroitement associés. Ce que je voudrais surtout faire remarquer, c'est que dans cette mesure, effectivement, eh bien, l'Union européenne et l'OTAN, qui ne font qu'un, vont effectivement broyer ce qui reste de souveraineté nationale de notre pays. Car évidemment, ce qu'entend Scholz par État fédéral européen, c'est tout bonnement la fin de la souveraineté française et de la souveraineté des autres États européens, mais vous me direz donc aussi de la souveraineté allemande. Non, parce que l'Allemagne, étant donné sa puissance financière, industrielle et bientôt militaire, n'a pas besoin de beaucoup de moyens institutionnels pour dominer tout naturellement le nouvel ensemble. C'est ce qui se passe dans tout empire. Dans tout empire, il y a véritablement donc une puissance centrale dominante. Et là, ça sera Berlin à l'échelle régionale, je le répète, et Washington à l'échelle mondiale. Alors voilà, c'est une chose extrêmement importante. Que restera-t-il à partir de là de la France? Si l'on regarde en plus ce qui se passe dans notre propre pays, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement, ni peut-être même principalement, l'impérialisme allemand, la classe oligarchique allemande ou la classe oligarchique américaine qui sont en train de détruire la France en tant que pays indépendant. C'est d'abord notre propre oligarchie, notre propre grande bourgeoisie. Il n'est que de voir ce qu'elle fait sur tous les terrains. Alors, ça fait déjà maintenant des décennies que, sous prétexte de construction européenne, d'économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée, je récite le traité de Maastricht, eh bien la bourgeoisie française, la grande bourgeoisie française, je ne parle pas ici des artisans, des commerçants, des patrons de PME, etc., qui ne se sentent pas donc visés à ce chef, mais des patrons du CAC 40 pour l'essentiel, ça fait donc des dizaines d'années, Maastricht ça fait déjà 30 ans, que ces gens-là délocalisent à tout vent, qu'ils ont cassé la grande métallurgie française, qu'ils ont anéanti pratiquement le textile français, ne parlons pas donc de toutes les richesses de notre sous-sol, ne parlons pas de l'industrie automobile, où la plupart des activités qui occupaient des ouvriers de France et en France ont été délocalisées, et ainsi de suite. C'est au nom de l'euro, au nom des critères de Maastricht, la casse des services publics, le démontage copieux de la poste, de l'éducation nationale. Vous vous rappelez sans doute de ce qu'a fait Sarkozy, qui a littéralement mis à l'os
l'éducation nationale dans les années où il a régné tristement sur ce pays. C'est encore effectivement la tentative de privatiser EDF, et donc de casser ce joyau qui avait été mis en place par le ministre communiste Marcel Paul en 1946, qui produisait l'électricité la moins chère d'Europe, et qui, en plus, était un modèle social pour la manière dont étaient traités les ouvriers et les employés d'EDF. Et donc là, on se débrouille pour mettre EDF dans le rouge à tous les niveaux, pour faire en sorte que nous soyons obligés d'importer de l'électricité, qu'EDF soit obligé de vendre pas cher de l'électricité à ses propres concurrents. Mais où a-t-on vu qu'on obligeait une entreprise à se suicider de cette façon-là? Ne parlons pas de la SNCF, qui est elle aussi soumise à une privatisation rampante, à cause de l'Europe toujours, puisque le traité de Maastricht obligeait à démonter les monopoles publics, pas les monopoles privés. Ne vous faites pas de soucis pour eux. Quand on détruit un monopole public, on crée un monopole privé capitaliste. Pensez à la façon dont on a détaché Gaz de France d'EDF, et comment on l'a donc donné en quelque sorte à Suez pour faire donc un nouveau monopole privé, qui d'ailleurs est actuellement en difficulté lui-même. Alors nous sommes vraiment devant une entreprise de démontage du produire en France. Je ne peux pas développer longuement. S'il y a des agriculteurs qui m'écoutent, ils savent très bien ce que je veux dire, et comment l'Europe a joué à fond pour les très gros agriculteurs, mais comment elle a pratiquement détruit l'agriculture et l'élevage paysan, en quelque sorte, comme elle a détruit la pêche artisanale sur la plupart de nos côtes de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique, et de la Méditerranée, bien évidemment. Donc voilà tout cela. Il faudrait aussi parler des aspects plus structurels encore. Les acquis sociaux, la façon dont, au nom de l'Europe, on est en train de ficher en l'air les retraites par répartition mises en place par Ambroise Croizat, ministre communiste lui aussi, qui avait donc inventé la sécurité sociale, les retraites par répartition, les comités d'entreprise, le code du travail protecteur, la généralisation des conventions collectives. N'en jetons plus, tout ça est dans le broyeur, puisque l'Union européenne a cessé depuis maintenant des années et des années de sommer, et dans quel terme, en anglais, et dans quel terme, de sommer systématiquement la République française, dont les gouvernants évidemment ne demandent pas mieux que de se faire sermonner de la sorte, ça leur donne un prétexte pour aller plus vite encore chez eux, de réduire les dépenses de santé. Plus de 40, entre 40 et 60, je ne me rappelle plus le chiffre exact, sommations envoyées par l'Union européenne depuis 2011 pour réduire nos dépenses de santé, avec le beau résultat qu'on a vu lors du début de la crise de la Covid, avec la fermeture d'une quantité épouvantable de lits d'hôpital, pour donc réduire aussi bien sûr les retraites, puisque chaque gouvernement maastrichtien nous fait le même coup. On va faire la dernière réforme des retraites et après c'est bon, et puis en fait on passe à 41, 42, 43, 44 annuités, puis on monte l'âge légal de la retraite, et ainsi de suite, si bien qu'à l'arrivée on va se retrouver avec une retraite à 65 ans, voire les programmes de Macron ou de Pécresse, voire à 67 si c'est Monsieur Édouard Philippe, le gentil Édouard Philippe qui reprend la main. L'Union européenne ayant depuis 2002, lors des accords de Barcelone, signés par le gentil socialiste Lionel Jospin, prévu de monter l'âge moyen, tenez-vous bien, l'âge moyen de la retraite dans l'Union européenne à 67 ans. Ce qui signifie que certains bosseront jusqu'à 70 ans et que néanmoins ils devront cotiser. C'est plus la retraite des vieux qu'on nous propose, c'est la retraite des morts. Voilà. Bon, alors je pourrais encore épiloguer, mais vous savez tout cela, ça sur le terrain social. Je voudrais surtout maintenant insister sur le démontage territorial et sur le démontage linguistique de notre pays au nom de l'Union européenne et de l'État fédéral que l'on veut mettre en place, de l'Empire européen que l'on veut construire. Eh bien, ce démontage, c'est d'abord celui de la langue. Il s'est tenu la semaine dernière, et j'y ai participé, un meeting, un rassemblement devant le Panthéon à ce sujet, puisque l'Union européenne est en train de passer au tout anglais, de faire de l'anglais de façon totalement illégale, y compris par rapport aux traités européens, la langue bis, la langue officielle plutôt, de travail de ces institutions, Commission européenne, Parquet européen,
Cour européenne de justice, en attendant d'en faire la langue officielle unique, sans doute, du Parlement européen. Et après, qu'est-ce que ça deviendra? Eh bien, ça deviendra la langue bis, officielle bis, de chacun des pays de l'Union européenne, un peu comme ça s'est passé en Irlande, avec le beau résultat qu'en Irlande, la langue irlandaise, le gaélique, est quasiment, non pas mort, mais enfin très largement marginalisé dans son pays natif. Donc passage à la langue unique pour mettre en place un marché unique européen, un marché de l'emploi unique européen et transatlantique, avec pour but, mais nous marxistes nous le disons, peut-être nous sommes les seuls, y compris à l'égard des autres résistants linguistiques, avec pour but de mettre en concurrence à l'échelle de l'Europe et de l'empire transatlantique tout entier, eh bien non plus 10 personnes pour chaque emploi, pardon, pour chaque job, mais 100, mais 1000, puisque une fois que le marché de l'emploi linguistique aura été dynamité, eh bien il sera très facile de mettre en concurrence, comme jamais, les travailleurs et d'accumuler en quelque sorte ici toutes les possibilités de la concurrence sauvage entre peuples et entre salariés pour le moins-disant social, pour la sous-enchère permanente sur les salaires et les acquis sociaux. Et enfin, je termine là-dessus sur l'aspect territorial. Monsieur Macron, dès qu'il a un problème quelconque avec un territoire insulaire en particulier, par exemple récemment lors des insurrections, des luttes justifiées des travailleurs martiniquais ou guadeloupéens, eh bien sort l'arme de l'autonomie. Comme s'il était, mais pire que le roi, le roi qui donnait des apanages aux personnes qui lui plaisaient, voilà, je t'aime bien, je te donne la Bourgogne, vas-y. Eh bien là, il donne des apanages à je ne sais trop qui, et en réalité sans doute aux forces coloniales du coin. Je ne dis pas que la revendication d'autonomie des Antilles, par exemple, ne soit pas justifiée, ou d'indépendance même. Nous sommes marxistes, nous sommes partisans inconditionnels de l'autodétermination du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, jusqu'à l'indépendance si nécessaire. Mais, en l'occurrence, ici, qui ne voit que c'est un échappatoire, une manière d'échapper aux revendications sociales des Antillais. Et que, en l'occurrence, ce n'est pas ainsi qu'il faut répondre. Il faut d'abord, au minimum, mettre à niveau les Antilles par rapport à la métropole, et ensuite, effectivement, eh bien, les Antillais, dans ces conditions-là, pourront éventuellement décider de rester, s'ils trouvent qu'ils sont bien dans la République française, et c'est ce que je souhaite personnellement. Bien sûr, pour moi, ce sont des Français au même titre que tout autre. Et s'ils ne le souhaitent pas, eh bien, choisir un destin indépendant de la France. Ça serait tout de même un devoir démocratiquement. Mais c'est quand même choquant de voir que Macron dit, voilà, allez, je vous offre l'autonomie. Mais sur quel mandat? Où était-il question de cela dans son programme lorsqu'il a été élu? Et quand est-ce que l'Assemblée nationale en a débattu? Et il n'y a pas une constitution dans ce pays? Il n'y a pas un territoire national? Le chef de l'État dispose comme ça? Pareil pour la Corse, récemment. Alors il y a eu l'affaire épouvantable du meurtre d'Ivan Colonna alors qu'il était en prison. Bon, ça montre ici, comment dire, non pas, je m'adresse aux Corses, non pas la volonté, ne soyons pas parano ou complotistes, de l'État de tuer Ivan Colonna, pas du tout ça. Chercher à qui le crime profite, ça ne profite certainement pas à l'État français, cette affaire-là, et encore moins à Macron, disons les choses en face, puisqu'il se serait sans doute passé de ça à quelques semaines du premier tour. Mais tout simplement, ça montre beaucoup plus structurellement le délabrement de notre administration pénitentiaire, le délabrement plus général des services publics à l'abandon, à volo, à l'os, depuis des années et des années. Enfin, quoi qu'il en soit, donc la Corse, du coup, a été secouée par des émeutes. Et alors, voilà comment on résout le problème. Eh bien, on promet l'autonomie. Et Darmanin sort l'autonomie comme ça de son sac. Qui en a discuté? Mais où? Et Simeoni arrive derrière et dit je veux un document pour que ce soit gravé dans le marbre. Ah bon? Ça va être gravé dans le marbre avant même que le peuple français, dans son ensemble, et même les Corses, en ait débattu, en ait discuté. Et là encore, en contournant le fait qu'en réalité, il y a un rattrapage colossal à faire en Corse pour la mettre au même niveau que le reste du pays, et pour faire en sorte que le mot de République une et indivisible, hérité de notre Révolution française, ait un sens. C'est-à-dire qu'on ait le même pouvoir d'achat, le même niveau d'emploi, etc., aligné sur, évidemment, le mieux-disant,
dans toutes les régions de France. Et pour ça, ça signifie qu'il faut qu'il y ait un plan national, une politique d'aménagement du territoire, une politique nationale, une planifiée de construction, de reconstruction du produire en France et des services publics. Toute chose que le mot d'ordre d'autonomie pourrait tout à fait permettre de contourner. Et alors, bien entendu, irresponsabilité totale, puisque, alors, on peut se dire aussi que, à ce moment-là, eh bien, les autonomistes corses ou les indépendantistes bretons, alsaciens, catalans, basques, flamands, peuvent se dire, eh ben, et nous alors, et pourquoi pas nous? Et alors allons-y gaiement. Ça va être l'autonomie quoi de la Bretagne, puis de l'Alsace, hein, qui est déjà d'ailleurs une collectivité européenne, donc et qui est en train de se détacher du Grand Est. Mais où on va? On est en train de casser une construction française qui a pris des siècles pour se mettre en place. Et au lieu justement de faire en sorte qu'elle soit véritablement jacobine au bon sens du terme, au sens de Robespierre, république égalitaire, où on fait en sorte que socialement, effectivement, toutes les parties de ce territoire bénéficient des mêmes services publics, la santé, l'éducation, l'emploi, etc. Là, on a au contraire découpage, vente à la découpe. Bon, et chaque bourgeoisie locale prend son morceau. D'ailleurs, les autonomistes bretons ont immédiatement sauté dessus en disant nous, on veut Nantes, on veut un référendum rattachement de Nantes à la Bretagne, puis d'autonomie, voire d'indépendance de la Bretagne. Eh ben allons-y. Et puis ensuite, pourquoi pas l'Occitanie, et ainsi de suite. C'est la vente à la découpe, c'est la braderie de la France. Et derrière tout cela, derrière ce prétendu indépendantisme, il y a l'Europe, l'Europe, l'Europe. Car, effectivement, la construction de l'État fédéral européen est inséparable de la destruction des États-nations. Il y a d'ailleurs des projets souterrains plus ou moins identiques, par exemple pour l'Italie, ou pour l'évaporation de la Belgique, où la droite flamande travaille à l'éclatement et à l'évaporation, c'est l'expression qu'ils utilisent, de la Belgique. Mais les peuples n'ont rien à gagner là-dedans. Et les travailleurs encore moins. Les travailleurs, ils ont intérêt à l'unité, au tous ensemble et en même temps, et non pas au chacun pour soi et séparément, chacun avec sa langue, chacun avec sa région, chacun de façon telle que, effectivement, donc, il n'y ait plus de fonction publique, puisque à partir de là, s'il faut que quelqu'un pour être muté à, je sais pas moi, de Calais par exemple, à Montpellier ou de Strasbourg à Brest, apprennent le catalan dans un premier, pas le catalan, le languedocien dans un cas, la langue d'oc, quoi. Bon, enfin, languedocien, ça dit la même chose au fond. Et le breton dans l'autre, ou vice-versa, l'alsacien, il n'y a plus de fonction publique. Il n'y a plus de statut de la fonction publique. Il n'y a plus même de possibilité, disons, pour les Français de trouver de l'emploi dans chacune des régions. Et bref, on revient à l'ancien régime. À l'époque où, avant la Révolution française, il y avait des péages entre les régions françaises, et tout cela, évidemment, sous le contrôle de l'hégémone européen, de quelque chose qui est bien de l'ordre d'un empire. C'est de mal empire, si l'on peut dire, ce qu'on nous propose sous l'ère de la modernité, de la décentralisation et compagnie. Alors voilà, si on prend tout cela et qu'on le met bout à bout, on voit bien qu'on est devant une guerre secrète, une guerre larvée des élites de l'oligarchie française contre le peuple français. Relisez à ce propos, nous ne cessons d'y alerter, nous, au PRCF, depuis 2011-2012, le manifeste du MEDEF qui s'intitulait « Besoin d'air » AIRE, et qui tout à la fois était impérialiste, c'est-à-dire voulait sortir des frontières françaises de toutes les manières possibles et imaginables, États-Unis d'Europe, Union transatlantique, OTAN, et qui d'une autre façon exigeait la reconfiguration des territoires avec la suppression des communes, des départements, et la mise en place de grands Länder à l'allemande. Voilà, une Europe fédérale des régions, un empire. Eh bien, moi j'appelle tous les syndicalistes de classe, tous les communistes véritables, à ne plus marcher là-dedans, à ne plus croire les menteurs qui vous disent qu'il faut rester dans l'Union européenne et puis la modifier du dedans, car ce n'est pas possible. Les mêmes vous disent d'ailleurs qu'il faut sortir de l'OTAN, mais pas de l'Union européenne. Mais regardez les choses, regardez ce qu'aujourd'hui il s'est passé. L'OTAN, l'Union européenne et le G7 se réunissent au même endroit, le même jour, et se passent le relais. Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné.
C'est la même chose. On ne peut pas sortir de l'un sans sortir de l'autre. Et d'ailleurs, vous voyez bien pour l'Ukraine que l'adhésion à l'OTAN et l'adhésion à l'Ukraine, c'est la même chose. Ce sont des machines de guerre contre les peuples à l'extérieur, contre les peuples à l'intérieur, contre les travailleurs à l'extérieur et contre les peuples du Sud et de l'Est, que ce soit la Chine, la Russie, les peuples d'Afrique, les peuples d'Amérique latine et ainsi de suite, les BRICS, l'Inde, le Brésil, tous ces gens-là, ils passeront si on laisse faire les choses. Et c'est pas pour rien qu'Evo Morales a appelé à une sorte d'union mondiale contre l'Alliance Atlantique. Moi, je lui suggère un titre, l'Alliance Pacifique contre l'Alliance Atlantique. L'Alliance Pacifique au sens propre du terme, c'est-à-dire pour la paix et pour la souveraineté nationale. Et dire ça ne signifie pas du tout encenser Poutine. Nous sommes des révolutionnaires, des communistes, et nous défendons les communistes en Russie et en Ukraine. Nous défendons les communistes en Pologne, nous les défendons partout où ils sont persécutés, par tous ces régimes contre-révolutionnaires qui ont fait éclater l'Union soviétique et le camp socialiste, et dont on voit aujourd'hui les beaux résultats pour la totalité des peuples de la planète. Je m'arrête là, je suis bien triste de voir que Jean-Luc Mélenchon, qui était pour la sortie, ou qui au moins posait le problème de la sortie de l'Union européenne il y a 5 ans, ne la pose plus du tout désormais. Il a abandonné la phrase « l'UE, on la change ou on la quitte », et que maintenant il se prononce pour l'autonomie de la Corse. Eh bien allons-y gaiement, et sans se poser la question de savoir si demain ça va pas être l'autonomie de la Bretagne, l'autonomie de l'Alsace et ainsi de suite, et donc le démembrement de la France. Dire qu'il y a 5 ans, il se présentait comme un indépendantiste français, indépendantiste peut-être il l'est toujours, mais je ne sais pas si l'adjectif convient tout à fait. Je ne sais pas si sa référence d'il y a 5 ans au jacobinisme, au vrai jacobinisme, qui n'a rien à voir avec le bonapartisme, ce bonapartisme qui a effectivement tout uniformisé. Mais alors le méchant, ici, c'est messieurs les autonomistes corses, ce n'est pas Robespierre, c'est Napoléon. Voilà, c'est lui qui a mis au pas la France et qui l'a uniformisé comme jamais, y compris en détruisant l'élection des maires au suffrage universel. Et donc, monsieur Mélenchon, revenez à la raison. Et ne devenez pas, sur vos vieilles années, un Girondin, un euro soumis. Redevenez insoumis. Et là, vous ferez des voix dans la classe ouvrière, dans le peuple, chez les travailleurs, comme vous l'aviez fait il y a 5 ans, en atteignant près de 20% des voix. Bon, mon propos n'était pas pour autant électoral, votez ce que vous voulez, c'est pas la question centrale, la question principale, c'est la question de savoir si oui ou non on met en échec ce projet de construction d'un État fédéral européen arrimé à l'OTAN, arrimé à cette machine de guerre à l'extérieur et à l'intérieur de chacun des peuples, contre les travailleurs, et pour finir, contre les droits du genre humain, contre le progrès social sous toutes ses formes. Je vous remercie de votre écoute.